ça crée de la part des États-Unis une dépendance vis-à-vis de ses propres entreprises, en quelque sorte, qu'il a du mal à contrôler en réalité. Et ça fait depuis des années qu'il y a des débats là-dessus, avec une montée en puissance aujourd'hui de la politique antitrust, parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, c'était plus tenable, qu'ils avaient affaire, en effet, qu'ils avaient face à eux des entreprises devenues trop grandes, trop difficiles à contrôler. Et donc, il fallait à un moment donné réussir à serrer un peu la vis. On va développer sur les big tech et notamment pour les identifier, pour savoir évidemment de qui on parle. Et tu les décris comme vraiment des nouveaux acteurs géopolitiques. Donc je voudrais comprendre en fait en quoi ce qualificatif s'attribue à eux et puis aussi comment ils se positionnent par rapport aux acteurs traditionnels que sont les États. Pour parler de ça, j'aime bien faire le parallèle avec ce qu'on avait au 19e siècle entre l'Empire britannique et les entreprises télégraphiques, qui étaient déjà d'une certaine manière des multinationales, enfin en tout cas des entreprises globales, parce qu'elles tiraient des fils télégraphiques partout dans le monde, enfin partout où se trouvait l'Empire britannique. Mais la différence, c'est qu'elles étaient réellement soumises à l'Empire britannique. Elles n'avaient pas de pouvoir autre que celui de tirer des câbles télégraphiques et d'agir pour l'Empire britannique, qui par ailleurs instrumentalisait du coup ces acteurs pour, par exemple en temps de guerre, leur dire vous allez nous couper tel segment parce qu'on ne veut pas que les Allemands ou telle colonie puissent accéder à telle information, etc. Donc c'était déjà présent en fait cette instrumentalisation des technologies. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on a changé de monde. On est dans un monde globalisé, une économie globale, avec une financiarisation du monde qui s'est organisée sur le XXe siècle. Progressivement, des modes de production qui sont extrêmement dépendants des technologies numériques, des technologies numériques qui sont multisectorielles, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur un secteur de communication, en fait. On est aujourd'hui, c'est inclus dans les modes de production, en fait. Voilà. C'est aussi inclus dans les modes d'information. Et tout ce qui est lié à la data, à l'information. De manière générale. Donc en fait, on se trouve aujourd'hui avec des entreprises qui ont à la base des pouvoirs de la multinationale, donc comme une big oil et une big pharma. La big tech est en capacité, par exemple, d'aller voir ailleurs pour s'adapter, pour profiter des normes plus souples dans tel ou tel pays. Ils peuvent profiter d'une main-d'œuvre moins chère par-ci par-là, de produits moins chers ailleurs. Ils ont une capacité de négociation qui est mondiale. Bon, ça, c'est toutes les multinationales qui ont ce pouvoir-là. La différence, c'est qu'au-delà de ça, il y a l'importance qu'a pris le numérique dans la globalisation du monde. Le capitalisme global, la néolibéralisation a fait du numérique un outil particulièrement efficace pour justement améliorer, quelque part, rendre possible son expansion. Et ça, c'est quand même important parce que c'est à la fois un outil, mais aussi, du coup, maintenant, un socle sur lequel tout fonctionne. Voilà. Et tout fonctionne, mais avec des acteurs. Voilà. Si tout était décentralisé, ça aurait moins d'importance de parler de tout ça. Le problème, c'est qu'on a des acteurs qui sont leaders là-dessus. Donc, on est dépendant, particulièrement, de ces entreprises-là. Et c'est ça qui est nouveau, en fait. Et qui maîtrisent les infrastructures aussi. Voilà. Ouais. C'est le niveau de dépendance. Et ça ne concerne pas seulement l'information et les données. Si c'était que ça, j'ai envie de dire, il suffit d'aller réquisitionner les centres de données et d'aller récupérer les données qu'il y a dans les serveurs. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça touche le logiciel, déjà, donc ça, c'est déjà un problème. Enfin, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que c'est plus difficile à atteindre pour un État qui voudrait, par exemple, avoir la maîtrise d'un logiciel. S'il est stocké aux États-Unis, en Chine, où vous voulez, c'est plus difficile d'aller les chercher, ces logiciels-là. Et par ailleurs, si on coupe la route entre vous et ces logiciels-là, vous n'y avez plus accès. Donc ça crée déjà une dépendance très forte. Mais si, en plus de ça, les routes par lesquelles passent les informations, c'est-à-dire les données et les logiciels, sont coupés, appartiennent à ces mêmes acteurs, en fait, où justement peuvent être coupés, là vous êtes encore plus dépendant de cette situation. Les routes, c'est concrètement les câbles sous-marins, par exemple. Les câbles, que ce soit les câbles terrestres, parce qu'on oublie souvent de parler des câbles terrestres, mais les câbles terrestres, les câbles sous-marins, bien sûr. Tout ce qui peut être aussi mobile et fait partie de l'infrastructure physique, j'ai envie de dire. Et il ne faut pas oublier que l'infrastructure physique aujourd'hui a une couche logicielle par-dessus qui lui est propre. Voilà. Okay. Évidemment, on peut tirer le fil. On peut tirer le fil de ça. C'est-à-dire qu'après ça, il y a quoi derrière ? Il y a aussi la question des serveurs, des semi-conducteurs, des capacités de calcul, etc., etc. Là aussi, on voit une concentration.
Donc, dans tous les secteurs, dans toute la chaîne de dépendance, on voit une concentration sur les mêmes secteurs. Pour avoir des exemples concrets, par exemple, quelle est la part, si on parle d'Amazon, de Google, enfin des GAFAM traditionnellement, qu'est-ce qu'elles possèdent concrètement comme infrastructure physique? Est-ce qu'elles possèdent ces nœuds-là, ou alors quel pouvoir de contrôle elles ont sur ces nœuds-là? Et puis aussi, comment ça s'articule, par exemple, on va parler des États-Unis d'abord, avec l'État américain? C'est-à-dire qui contrôle, qui décide, quel est l'équilibre de... Est-ce que finalement c'est l'État américain qui continue d'avoir la main et qui va dicter certaines choses à ces entreprises-là? Est-ce qu'il y a une forme d'indépendance d'un Google par rapport aux législateurs américains? Voilà, comment ça s'articule? Alors justement, c'est là que les choses deviennent très intéressantes. En termes de pouvoir, quand on parle de pouvoir, il s'agit en fait, par exemple, de dire que Amazon détient 40% des parts de marché du cloud, par exemple. On peut trouver les chiffres assez facilement. C'est énorme en réalité. On dit 40%, c'est pas tout alors. Oui, mais en réalité, c'est réellement énorme, surtout sur la totalité, au niveau mondial. Ça veut dire que ce sont des éléments qui sont présents dans une très grande majorité des outils qu'on utilise au quotidien. Il y a des éléments AWS. Et beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup de serveurs, beaucoup d'informations. Maintenant, par exemple, Google est un acteur extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que c'est le leader aujourd'hui des câbles sous-marins. C'est l'entreprise vraiment qui détient, qui investit le plus aujourd'hui dans la création de nouveaux câbles sous-marins géants. Et dans l'histoire du câble, que ce soit télégraphique ou aujourd'hui fibre optique, c'est la seule entreprise à posséder à elle seule des méga câbles, c'est-à-dire des câbles transocéaniques. D'accord ? Meta aussi détient pas mal de parts dans ce domaine-là, est propriétaire d'un certain nombre de câbles. Amazon a tendance à plutôt s'intéresser à la constellation satellitaire, mais ils sont très très à la traîne. Ouais. Ils se sont fait largement dépasser par Starlink de ce point de vue-là, mais ils ont quand même derrière eux, ils ont quand même des chantiers là-dessus. Et surtout, ce qui fait la très grande force de ces acteurs-là, c'est le fait que c'est le cloud, en fait, pour tout dire, les services cloud, qui sont par ailleurs des services cloud au service des États-Unis eux-mêmes, avec des très gros contrats de l'administration depuis des années auprès de ces acteurs-là, et notamment du militaire. Quand on regarde les investissements faits par la défense américaine dans les technologies de cloud et aujourd'hui d'intelligence artificielle, c'est énorme et surtout, c'est toujours auprès de ces acteurs-là. Donc du coup, ça crée de la part des États-Unis une dépendance vis-à-vis de ses propres entreprises, en quelque sorte, qu'il a du mal à contrôler en réalité. Et ça fait depuis des années qu'il y a des débats là-dessus, avec une montée en puissance aujourd'hui de la politique antitrust, parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, c'était plus tenable, qu'ils avaient affaire, en effet, qu'ils avaient face à eux des entreprises devenues trop grandes, trop difficiles à contrôler, et donc il fallait à un moment donné réussir à serrer un peu la vis. C'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui avec Google, par exemple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils maîtrisent et qu'est-ce qu'ils maîtrisent pas ? Eh bien, tout dépend en fait. Là, on parle d'infrastructures techniques et d'acteurs donc, qui possèdent des câbles sous-marins qui relient les États-Unis à d'autres pays. Voilà. Et c'est pas l'État qui détient ni l'entreprise, ni les compétences, en fait, de le faire. Donc, à un moment donné, oui, il y a une dépendance des États-Unis vis-à-vis de ces entreprises. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne peuvent pas agir sur ces entreprises-là. S'ils le veulent, réellement, s'ils veulent reprendre le contrôle de ces entreprises-là, il y aura des débats, il y aura plein de choses qui se passeront et de négociations possibles, mais ils peuvent toujours le faire. C'est juste, c'est pas dans leur philosophie.